Je me suis réveillé à l'hôpital, sans aucun souvenir de la façon dont j'étais arrivé là, ni de ce qui m'était arrivé. Le médecin a dit qu'on m'avait trouvé inconsciente au bas de l'escalier de mon sous-sol, avec une grave blessure à la tête. Mon mari était assis près du lit, l'air inquiet, et me tenait la main. Il a dit, « Tu es tombé dans l'escalier. Dieu merci, je t'ai trouvé à temps. » Mais quelque chose sonnait faux dans son histoire. Ma belle-mère n'arrêtait pas de chuchoter avec lui dans le coin de la chambre. Ma belle-sœur, elle, refusait de croiser mon regard. Lorsque l'infirmière est venue m'examiner, elle m'a discrètement glissé un mot plié, « J'ai vu quelque chose sur les caméras de sécurité, avant que votre mari ne les efface. Soyez prudente. » Mes mains se sont mises à trembler de manière incontrôlable. Cette nuit-là, quand tout le monde est enfin parti, j'ai vérifié mon téléphone. Il y avait un fichier vidéo provenant d'un numéro inconnu. Lorsque j'ai lancé la lecture, les néons fluorescents au-dessus de mon lit d'hôpital m'ont donné l'impression de me percer le crâne. Tout me faisait mal. Ma tête pulsait d'une douleur si intense que je pouvais à peine ouvrir les yeux sans avoir envie de hurler. Le bip des moniteurs créait un rythme qui semblait se moquer des trous dans ma mémoire. Le docteur Laurence Chen se tenait au pied de mon lit, l'expression professionnellement neutre, alors qu'il m'expliquait mon état, commotion cérébrale sévère, côte fracturée, contusion le long de la colonne vertébrale. Des coupures sur mes mains, compatibles avec une tentative d'amortir une chute. Il parlait avec cette prudence caractéristique des médecins lorsqu'ils mesurent chaque mot. « Vous avez de la chance d'être en vie, Madame Patterson, » a-t-il dit. « La blessure à votre tête aurait pu être bien pire. » Quelques heures de plus sans traitement, et nous aurions eu une conversation très différente. Mon mari, Tyler, était assis sur la chaise à côté de moi, sa main enveloppant la mienne. Il avait l'air épuisé. Des cernes sombres marquaient ses yeux, et ses cheveux, d'habitude si soignés, partaient dans tous les sens. Il a doucement serré mes doigts. « Tu es tombé dans l'escalier du sous-sol, » m'a-t-il dit, la voix chargée de ce qui ressemblait à de l'inquiétude. « Je t'ai trouvé en bas. Tu ne bougeais pas. Je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie. J'ai essayé de me souvenir du sous-sol, de notre maison, de ma descente de ces escaliers. Rien ne venait, juste l'obscurité. Et puis, ce réveil ici, avec des étrangers penchés sur moi, me demandant si je connaissais mon nom et en quelle année nous étions. Je ne me souviens de rien, elle chuchotait. Ma gorge était à vif, comme si j'avais hurlé. La mère de Tyler, Dorothy, se tenait près de la fenêtre, les bras croisés fermement sur sa poitrine. Elle ne cessait de jeter des coups d'œil à Tyler, puis à moi, puis de nouveau à Tyler. Ses lèvres bougeaient silencieusement, formant des mots que je n'arrivais pas à déchiffrer. Toutes les quelques minutes, elle se penchait vers son fils et chuchotait quelque chose qui lui faisait serrer la mâchoire. Sa sœur, Nathalie, était assise à l'autre bout de la pièce, fixant son téléphone avec une intensité qui semblait forcée. Elle ne m'avait pas regardé directement depuis que j'avais repris conscience. Pas une seule fois. Son doigt défilait sans fin sur son écran, mais ses épaules restaient rigides de tension. « La police voudra vous parler », a poursuivi le docteur Chen. C'est la procédure standard pour ce type d'accident. L'agent Martinez devrait être là d'une minute à l'autre. Accident. Ce mot flottait dans l'air, comme de la fumée. La prise de Tyler sur ma main s'est resserrée, presque imperceptiblement. Dorothy s'est arrêtée au milieu d'un chuchotement, ses yeux se dardant vers le médecin. Le défilement de Nathalie s'est interrompu un instant, avant de reprendre. Le docteur Chen est parti après avoir vérifié mes signes vitaux une dernière fois. Une infirmière est entrée peu après, une jeune femme aux yeux bienveillants et aux cheveux noirs tirés en une queue de cheval pratique. Son badge indiquait Ashley Monsieur. Elle se déplaçait efficacement dans la chambre, vérifiant les perfusions et ajustant les moniteurs. Alors qu'elle se penchait pour examiner le pansement sur ma tête, elle a pressé quelque chose de petit et plié dans ma paume. Ses doigts se sont attardés juste assez longtemps pour s'assurer que je l'avais bien en main, avant de se retirer. « Vous avez besoin de repos », a-t-elle dit fort, sa voix portant à travers la pièce. Puis, plus doucement, tout près de mon oreille, « Ne les laissez pas le voir. » Mon rythme cardiaque a grimpé en flèche. Le moniteur m'a trahi par l'accélération soudaine de ses bips. Tyler s'est levé immédiatement. « Qu'est-ce qui ne va pas ? Elle va bien ?» Ashley s'est éloignée avec fluidité, son masque professionnel de nouveau en place. Juste une réaction à la douleur. C'est parfaitement normal. Je vais lui chercher quelque chose pour ça.
Elle est sortie rapidement. J'ai gardé le poing fermé sur ce qu'elle m'avait donné, reconnaissante que la fine couverture de l'hôpital couvre mes mains. Tyler s'est rassis dans son fauteuil, mais Dorothy s'était rapprochée, les yeux fixés sur les moniteurs comme si elle pouvait lire mes pensées dans les chiffres affichés. « Tu devrais rentrer à la maison et dormir un peu », ai-je dit à Tyler. Ma voix est sortie plus faible que je ne le voulais. « Tu as l'air terrible. » Il a souri, mais le sourire n'a pas atteint ses yeux. « Je ne te quitte pas. Pas après ce qui s'est passé. Ta mère et Nathalie devraient se reposer aussi. Ça ne sert à rien que tout le monde reste ici toute la nuit. » La bouche de Dorothy s'est pincée en une ligne fine. Nous sommes une famille. Nous restons ensemble pendant les moments difficiles. La façon dont elle a insisté sur le mot famille a fait naître un froid dans ma poitrine. Nathalie a enfin levé les yeux de son téléphone et, pendant une seconde, j'ai vu quelque chose dans son expression. De la peur? De la culpabilité? Avant que je puisse l'identifier, elle a détourné le regard. Les heures s'étiraient lentement. Dorothy et Nathalie sont finalement partis vers 20 heures, après que Tyler leur eut assuré à plusieurs reprises qu'il appellerait si quelque chose changeait. Il somnolait dans son fauteuil, la tête penchée en arrière à un angle qui lui donnerait un torticolis. Le couloir de l'hôpital, à l'extérieur, devenait plus calme alors que les heures de visite du soir touchaient à sa fin. J'ai attendu que sa respiration devienne profonde et régulière. Le papier dans ma main était devenu humide à force d'être serré. Lentement, prudemment, je l'ai déplié sous la couverture, là où il ne pouvait pas voir. L'écriture était hâtive mais lisible. J'ai vu quelque chose sur les caméras de sécurité avant que votre mari ne les efface. Soyez prudente. Ma poitrine s'est serrée. Les caméras de sécurité. Notre système de sécurité domestique. Tyler l'avait installé lui-même l'année dernière, après une série de cambriolages dans le quartier. Des caméras à chaque entrée, et une au sous-sol parce que c'est là que nous gardions des outils et des équipements coûteux. Avant que votre mari ne les efface. J'ai relu les mots. Puis encore une fois, le papier tremblant dans ma main. Tyler a bougé dans son fauteuil, et j'ai rapidement froissé le mot dans ma paume, mon cœur martelant contre mes côtes fracturées. Il ne s'est pas réveillé. Je me suis forcé à respirer normalement, malgré la panique qui me montait à la gorge. Soyez prudente. Pourquoi quelqu'un me mettrait-il en garde, me disant de me méfier de mon propre mari? Mon téléphone? Où était mon téléphone? J'ai scruté la petite chambre d'hôpital. Il était là, sur la table roulante poussée contre le mur. Trop loin pour l'atteindre sans me lever, et me lever réveillerait certainement Tyler. J'ai attendu 20 minutes, 30. Finalement, Tyler a remué, s'est étiré et s'est levé. Je vais aller chercher du café, a-t-il dit en se frottant le visage. Tu veux quelque chose? J'ai secoué la tête. Il a hésité, comme s'il allait rester, mais ce qu'il a vu dans mon expression a dû le convaincre que je m'en sortirais seul pendant quelques minutes. La porte s'est refermée doucement derrière lui. J'ai bougé immédiatement, ignorant la douleur hurlante dans mes côtes, alors que je tendais la main vers la table pour la tirer plus près. Mon téléphone était là, éteint. Pourquoi était-il éteint? Je le gardais toujours chargé et allumé. J'ai appuyé sur le bouton d'alimentation. Il a mis une éternité à démarrer. Chaque seconde ressemblait à une heure. Tyler serait de retour d'une minute à l'autre. Le café était juste au bout du couloir. Vite, vite, vite. L'écran s'est enfin allumé. Des dizaines d'appels manqués et de messages d'amis et de la famille. J'ai tout fait défiler, cherchant quelque chose d'inhabituel. Rien. Rien. Puis je l'ai vu. Un fichier vidéo d'un numéro inconnu, envoyé hier. L'horodatage indiquait qu'il était arrivé pendant que j'étais inconsciente, avant la première visite de Tyler. Mes mains tremblaient lorsque j'ai appuyé sur lecture, en gardant le volume bas. Les images étaient granuleuses, en noir et blanc, clairement issues de notre caméra de sécurité du sous-sol. Je me suis vu descendre l'escalier en portant un panier à linge. Normal, banal. J'ai atteint le bas et me suis dirigé vers la machine à laver, hors du cadre. Puis Tyler est apparu en haut de l'escalier. Son expression n'était pas celle du mari aimant que je connaissais. Elle était froide. Calculée. Il a regardé derrière lui, vérifiant quelque chose, puis est descendu rapidement. L'angle de la caméra capturait la majeure partie du sous-sol. Je me suis vu me retourner,
J'ai vu mon visage passer de la surprise à la confusion, puis à la peur. Alors que Tyler s'avançait vers moi avec détermination, il a dit quelque chose. Je ne pouvais pas entendre le son, mais je pouvais voir ma bouche former le mot quoi. Il m'a attrapé, pas doucement. Ses mains se sont refermées sur le haut de mes bras, et il m'a secoué fort. Je me suis débattu, essayant de me dégager. Le panier à linge est tombé, les vêtements s'éparpillant sur le sol en béton. Je parlais, peut-être criais-je. Le visage de Tyler s'est tordu de colère. Puis il m'a poussé fort, délibérément. J'ai volé en arrière, les bras moulinants, cherchant n'importe quoi pour arrêter ma chute. Ma tête a heurté le coin de l'étagère métallique que nous gardions contre le mur. Je me suis effondré comme du papier, immobile sur le sol. Tyler est resté debout au-dessus de moi pendant un long moment. Il a sorti son téléphone, a passé un appel. Je pouvais le voir parler, gesticuler. Après peut-être 2 minutes, il s'est agenouillé à côté de moi, a disposé mon corps différemment. Il a saisi un marteau sur l'établi, puis l'a placé près de ma main tendue, comme si je l'avais porté. Ensuite, il a tiré le panier à linge plus près, a éparpillé d'autres vêtements autour de moi, créant une scène, faisant en sorte que cela ressemble à un accident. La vidéo s'est terminée. J'ai fixé l'écran noir, tout mon corps engourdi, à l'exception de la rage qui montait dans ma poitrine comme une tempête. Il a essayé de me tuer. Mon mari, l'homme que j'avais épousé il y a 5 ans, l'homme qui m'apportait le café au lit le dimanche et laissait des petits mots dans mon sac à déjeuner. Il m'avait délibérément attaqué, puis avait mis en scène le tout pour que cela ressemble à un accident. La poignée de la porte a tourné. J'ai maladroitement manipulé le téléphone, manquant de le faire tomber alors que je le fourrais sous mon oreiller. Tyler est entré en portant 2 tasses de café, l'expression douce. Je t'en ai apporté un quand même, a-t-il dit. Je me suis dit que tu en voudrais peut-être quand tu serais plus réveillé. Je l'ai regardé. Je l'ai vraiment regardé, cherchant le moindre signe du monstre que je venais de voir sur cette vidéo. Il m'a souri, ce sourire chaleureux et familier qui m'avait autrefois fait me sentir en sécurité. « Comment te sens-tu » a-t-il demandé en se rasseyant dans son fauteuil. Fatigué, ai-je réussi à dire. Je ne me souviens toujours pas de ce qui s'est passé. Ça va revenir, m'a-t-il assuré. Le médecin a dit que la perte de mémoire est normale avec un traumatisme crânien. Il comptait là-dessus. Il comptait sur mon incapacité à me souvenir. Il comptait sur les images de sécurité effacées. Mais il avait raté quelque chose. D'une manière ou d'une autre, cette vidéo était sortie. Quelqu'un l'avait sauvegardée avant qu'il n'efface tout. Ashley, l'infirmière. Ce devait être elle. Elle avait dû accéder aux images d'une façon ou d'une autre, voir ce qui s'était réellement passé, et les sauvegarder avant que Tyler ne puisse détruire toutes les preuves. Je devais sortir d'ici, m'éloigner de lui. Mais comment? J'étais blessé, faible, et il me surveillait constamment. Dorothy et Nathalie étaient clairement impliquées d'une manière ou d'une autre, à en juger par leur comportement. Je n'avais aucun allié ici, à part une infirmière que je venais de rencontrer. Tyler, ai-je dit prudemment. Pourquoi étions-nous au sous-sol? Son expression n'a pas changé, mais quelque chose a vacillé dans ses yeux. Tu faisais la lessive. J'étais descendu pour te demander si tu voulais de l'aide pour le dîner. Menteur. Je t'ai regardé. Tu es descendu spécifiquement pour me faire du mal. Et je suis juste tombé? J'ai perdu l'équilibre? Tu étais en haut de l'escalier quand c'est arrivé. Tu as dû trébucher. J'ai entendu le bruit et je t'ai trouvé en bas. Un autre mensonge. La vidéo me montrait déjà en bas. Chaque mot sortant de sa bouche était une fiction calculée. Et les caméras de sécurité? Elles ont capté quelque chose? Sa mâchoire s'est serrée presque imperceptiblement. Le système a mal fonctionné. Une surtension a effacé les enregistrements. Mauvais timing. Tellement pratique. Trop pratique. Mais j'ai joué le jeu, laissant mon expression montrer de la confusion et de l'acceptation. Je devrais essayer de dormir, ai-je dit. Ma tête me tue. Bien sûr. Il s'est levé, a embrassé mon front doucement. Ces mêmes lèvres qui avaient souri pendant qu'il me regardait gisant inconsciente sur ce sol en béton. Je serai juste là si tu as besoin de quoi que ce soit. J'ai fermé les yeux et fait semblant de m'assoupir, bien que chaque mouvement envoie des douleurs aiguës à travers mes côtes, rendant tout repos véritable impossible.
À travers mes cils, je l'ai vu sortir son téléphone et commencer à taper. Son visage était illuminé par la lueur de l'écran, et l'expression froide de la vidéo a traversé ses traits comme un fantôme. L'agent Martinez est venu le lendemain matin. Elle était dans la quarantaine, professionnelle mais chaleureuse, avec des yeux observateurs à qui rien n'échappait. Elle m'a posé des questions sur l'accident pendant que Tyler était assis dans le coin, nous laissant ostensiblement un peu d'intimité, mais surveillant clairement chaque mot. Je ne me souviens pas de grand-chose, lui ai-je dit honnêtement. Juste de m'être réveillé ici. Vous souvenez-vous avoir eu des disputes avec votre mari récemment? Un quelconque stress à la maison? Tyler a bougé. J'ai senti son attention s'aiguiser. Non, ai-je dit. Tout allait bien. Il n'avait aucune idée de la vidéo sur mon téléphone. Le docteur Chen m'a laissé sortir 3 jours plus tard, avec des instructions strictes de repos et des rendez-vous de suivi. Tyler m'a ramené à la maison comme le mari dévoué, m'aidant de la voiture à la maison avec une douceur attentive. Dorothy et Nathalie attendaient à l'intérieur, avec des plats préparés et des visages inquiets. Nous allons nous occuper de tout, a annoncé Dorothy. Concentre-toi juste sur ta guérison. Je les ai laissés s'agiter autour de moi. Je les ai laissés penser que j'étais une victime impuissante qui ne se souvenait de rien. Pendant ce temps, j'avais déjà envoyé la vidéo vers 3 comptes de stockage cloud sécurisés différents depuis mon lit d'hôpital. Des preuves, une assurance, une protection. Cette nuit-là, Tyler s'est allongé à côté de moi dans notre lit. J'ai fixé le plafond dans l'obscurité, hyper consciente de chaque respiration qu'il prenait, de chaque mouvement. Il y a une semaine, je me sentais en sécurité ici. Maintenant, je partageais un lit avec quelqu'un qui avait essayé de m'assassiner. J'ai réfléchi, a dit doucement Tyler. Peut-être qu'on devrait faire un voyage une fois que tu iras mieux. S'éloigner de tout. Le stress n'a été bon pour aucun de nous deux. M'emmener dans un endroit isolé. C'est ce qu'il voulait dire. Finir ce qu'il avait commencé. Ça a l'air sympa, ai-je menti. Tu pensais à où? Peut-être ce chalet dans le Vermont. Celui qu'on a loué l'année dernière. C'est si paisible là-bas. Paisible, isolé, à des kilomètres de tout secours. J'en ai eu la chair de poule. Laisse-moi y réfléchir, ai-je dit. Une fois que je me sentirai plus forte. Il s'est retourné, et bientôt sa respiration s'est approfondie dans le sommeil. Je suis resté éveillé, à planifier. J'avais besoin d'aide. Quelqu'un en qui je pouvais avoir confiance. Quelqu'un avec des ressources et de l'autorité. Le matin, après le départ de Tyler pour le travail, j'ai appelé ma sœur, Brooke. Elle vivait à 2 états de là et nous ne nous étions pas parlé depuis des mois, après une dispute stupide à propos des projets de vacances. Rien de tout cela ne comptait plus. J'ai besoin de ton aide, ai-je dit quand elle a répondu. Et tu dois tout écouter avant de réagir. Je lui ai envoyé la vidéo. J'ai entendu sa brusque inspiration alors qu'elle la regardait. Quand elle s'est terminée, le silence s'est étendu entre nous. Viens vivre avec moi, a-t-elle finalement dit. Tout de suite, aujourd'hui. Fais un sac et sors de là. Je ne peux pas juste partir. Il saura que quelque chose ne va pas. S'il pense que je me souviens ou que je soupçonne quoi que ce soit, je ne sais pas ce qu'il fera. Alors on va voir la police, on leur montre la vidéo, et on dit quoi? Que j'ai récupéré par miracle des images de sécurité effacées? Ils demanderont comment je les ai obtenues. L'infirmière qui m'a aidé pourrait perdre son emploi. Et Tyler est intelligent. Il aura des avocats. Sa famille a de l'argent. Ils feront traîner ça au tribunal pendant des années pendant que je serai coincé dans des limbes juridiques, et lui sera libre d'essayer à nouveau. Brooke est restée silencieuse un moment. Alors, qu'est-ce que tu veux faire? Je veux savoir pourquoi. Pourquoi il a fait ça? Ce que j'ai fait pour qu'il veuille ma mort. Et je veux des preuves irréfutables. Pas juste une vidéo qu'un bon avocat pourrait expliquer autrement. Je veux tout. C'est dangereux. Tu parles de rester dans cette maison avec lui, de prétendre que tout va bien pendant que tu enquêtes sur ta propre tentative de meurtre. Je sais, mais si je fuis maintenant, il gagne. Il continue de vivre sa vie pendant que je regarderai par-dessus mon épaule pour toujours. Non, je ne lui donnerai pas ça. Ma sœur et moi n'avions jamais été particulièrement proches. Trop différentes. Trop de distance entre nous, à la fois littéralement et figurativement.
mais les liens du sang comptaient, quand c'était vraiment important. Elle a accepté de m'aider, à contre-cœur. Au cours des 2 semaines suivantes, j'ai joué l'épouse parfaite en convalescence. J'ai laissé Tyler et sa famille tourner autour de moi, j'ai accepté leurs soins et leurs fausses inquiétudes. Pendant ce temps, je cherchais chaque fois que de brèves opportunités se présentaient, notre bureau à domicile quand Tyler prenait sa douche, son ordinateur portable pendant les quelques minutes qu'il passait dehors à prendre des appels professionnels, le sac de sport qu'il avait laissé près de la porte d'entrée un matin où Nathalie est arrivée à l'improviste et l'a distrait. Relevé bancaire, email, SMS. Ashley, l'infirmière, m'avait glissé son numéro en même temps que la vidéo. Je lui ai envoyé un SMS prudemment, en utilisant un téléphone prépayé que Brooke m'avait envoyé par la poste. C'était elle qui avait sauvegardé les images. Elle avait vu Tyler accéder au système de sécurité à distance depuis l'hôpital, l'avait regardé effacer des fichiers alors qu'il était assis à côté de mon lit. Elle avait accédé aux enregistrements en premier, téléchargeant ce qu'elle pouvait avant qu'ils ne disparaissent. Je vois trop d'accidents qui ne collent pas, m'a-t-elle écrit. Des femmes qui tombent dans les escaliers. Des femmes qui foncent dans des arbres. Personne ne remet jamais en question le mari en deuil. Elle avait raison. Combien de fois ce même scénario s'était-il joué? Combien de femmes n'avaient pas eu la chance de survivre, de voir la vidéo, de connaître la vérité? Mon enquête a révélé des choses que j'avais manquées pendant notre mariage. Des documents financiers montrant que Tyler avait souscrit une assurance vie sur moi il y a 18 mois. 2 millions de dollars. Je n'avais jamais rien signé, on ne m'en avait jamais parlé. La signature ressemblait à la mienne, mais je savais que ce n'était pas le cas. Documents falsifiés, préméditation. Ce n'était pas un crime passionnel soudain. Il planifiait cela. Plus je creusais, plus des détails inquiétants émergeaient. Les relevés bancaires montraient des retraits d'argent liquide aux montants étranges au cours de l'année écoulée. 3 cents par-ci, 5 cents par-là. Jamais assez pour déclencher des alertes, mais constant. Il construisait quelque chose, payait peut-être quelqu'un pour l'aider avec les faux documents, ou couvrait des traces que je n'avais pas encore découvertes. J'ai trouvé un deuxième téléphone caché dans le sac de sport de Tyler. Un appareil cellulaire prépayé bon marché avec seulement une poignée de contacts. La plupart étaient listés par de simples initiales, R, J, monsieur rien qui ne permettrait de les identifier si quelqu'un tombait sur le téléphone. L'historique des SMS avait été effacé, mais le journal des appels restait. De multiples appels vers le même numéro sur plusieurs mois, toujours bref, jamais plus de 2 ou 3 minutes. Brooke m'a aidé à tracer l'un des numéros grâce à un ami qui travaillait dans les télécommunications. Il appartenait à un détective privé spécialisé dans les réclamations d'assurance, le genre de personne qui saurait exactement comment faire passer une mort pour un accident, comment éviter les signaux d'alarme qui déclencheraient une enquête plus approfondie des compagnies d'assurance ou des forces de l'ordre. Tyler avait été minutieux, méthodique. Chaque étape calculée et planifiée avec précision. L'homme avec qui j'avais partagé mon petit déjeuner chaque matin vivait une double vie, complotant ma mort tout en m'embrassant pour me dire au revoir avant le travail. J'ai aussi découvert qu'il avait fait des recherches sur d'autres méthodes avant de se décider pour la chute mise en scène. L'historique de navigation sur un vieil ordinateur portable révélait des recherches sur l'empoisonnement au monoxyde de carbone, les noyades accidentelles, les interactions médicamenteuses pouvant causer une insuffisance cardiaque. Il avait étudié ces options comme quelqu'un qui compare des prix pour de l'électroménager. Quelle méthode serait la plus crédible? Laquelle soulèverait le moins de questions? Laquelle lui donnait les meilleures chances de toucher cet argent de l'assurance sans soupçon? J'ai trouvé des emails entre Tyler et Nathalie discutant de problèmes et de solutions. Rien d'explicite, rien de directement incriminant, mais les implications étaient claires lorsqu'on les lisait dans le contexte. Sa sœur savait, avait peut-être même aidé à planifier. L'implication de Dorothy était plus trouble. Elle semblait plus coupable d'ignorance volontaire que de participation active. Elle voyait ce qu'elle voulait voir et ignorait le reste. 3 semaines après mon accident, j'ai découvert la vraie raison. L'entreprise de Tyler était en train de faire faillite. La société d'investissement qu'il avait lancée avec tant de confiance se noyait sous les dettes et les mauvaises décisions. Il devait des centaines de milliers de dollars aux investisseurs. De l'argent qu'il n'avait pas. De l'argent qu'il ne pouvait obtenir qu'à travers mon assurance vie. 2 millions de dollars résoudrait tous ses problèmes, paierait ses dettes, lui permettrait de recommencer. Tout ce dont il avait besoin, c'était que je meure dans un accident crédible.
Je me suis assise dans notre bureau, fixant les dossiers financiers, et quelque chose de froid et tranchant s'est solidifié dans ma poitrine. Ce n'était pas à cause de moi. Ce n'était pas à cause de quelque chose que j'avais fait ou omis de faire. J'étais juste pratique. Juste une solution à son problème. Il m'avait épousé, avait construit une vie avec moi, avait dormi à mes côtés pendant 5 ans, et tout cela signifiait si peu qu'il pouvait essayer de m'assassiner pour de l'argent. Cette réalisation m'a fait plus mal que mes blessures encore en guérison. J'ai tout documenté, photographié les dossiers, transféré les emails vers des comptes sécurisés auxquels il ne pouvait pas accéder, montant un dossier pièce par pièce tout en faisant semblant d'être l'épouse inconsciente se remettant d'un tragique accident. Brooke a suggéré un avocat. Son ami connaissait quelqu'un de discret, quelqu'un qui gérait des cas comme celui-ci. L'avocat Nathan Cross m'a rencontré dans un café à 40 minutes de chez moi, où personne ne me reconnaîtrait. Il a examiné tout ce que j'avais rassemblé avec une attention minutieuse. C'est substantiel, a-t-il dit finalement. La vidéo à elle seule est accablante. Combinée à la police d'assurance falsifiée, aux mobiles financiers et aux images de sécurité effacées, vous avez un dossier solide pour tentative de meurtre. Peut-être complot, si nous pouvons prouver l'implication de sa sœur. Ses doigts tapotaient contre le dossier de preuves que j'avais compilé, organisé chronologiquement avec des onglets marquant les documents critiques, les relevés bancaires, les impressions de mai, les captures d'écran du téléphone prépayé, les photographies de la demande d'assurance falsifiée avec ma signature qui ne correspondait pas tout à fait aux autres exemples de mon écriture. Le défi sera l'argument de la défense sur la raison de votre attente, a poursuivi Nathan. Pourquoi n'êtes-vous pas allé immédiatement voir les autorités après avoir découvert la vidéo? Ils suggéreront que vous avez fabriqué des preuves pendant ce temps. Que vous avez créé de faux documents pour piéger un innocent. Mais j'ai des témoins. Ashley peut témoigner du moment où elle m'a donné la vidéo. Ma sœur connaît la chronologie. Tout est documenté avec des métadonnées et des horodatages. Ils essaieront quand même. Des hommes riches avec de bons avocats se sont sortis de dossiers plus solides que celui-ci. Nous devons être préparés à tous les angles possibles qu'ils pourraient utiliser. Il a expliqué comment les avocats de Tyler attaqueraient probablement ma crédibilité, pointeraient du doigt la blessure à la tête et suggéreraient que mes souvenirs n'étaient pas fiables. Ils prétendraient que le traumatisme m'avait rendu paranoïaque, voyant de la malveillance là où il n'y avait qu'un malheureux accident. Ils le dépeindraient comme un mari dévoué, détruit par les fausses accusations d'une épouse mentalement instable. Les aveux sont la clé, a souligné Nathan. Si nous pouvons l'enregistrer en train d'admettre ce qu'il a fait, ses propres mots deviennent la preuve la plus forte. Beaucoup plus difficile de prétendre à une fabrication quand c'est sa voix, ses aveux. Qu'est-ce que je dois faire? Nous allons voir la police. Le procureur. Nous présentons tout d'un coup des preuves accablantes qu'ils ne peuvent ni ignorer ni rejeter. Votre mari se fait arrêter et vous obtenez une protection. Combien de temps restera-t-il en prison? Nathan a hésité. La libération sous caution est probable étant donné son absence de casier judiciaire. Mais avec les preuves, nous pouvons arguer qu'il présente un risque de fuite et un danger pour vous. Cela dépend du juge. Une caution, ce qui signifiait qu'il pourrait être dehors en quelques jours, en colère et dangereux. Sachant que je l'avais trahi, sachant que je me souvenais de tout. Il doit y avoir un autre moyen, ai-je dit. Quelque chose qui garantisse qu'il ne puisse plus me faire de mal, ni à personne d'autre. Comme quoi? J'y pense depuis des jours, des semaines. Allongé éveillé à côté de lui dans le noir, écoutant sa respiration, imaginant différents scénarios. Je veux le faire avouer. L'enregistrer en train de tout admettre. Alors il ne pourra pas prétendre que la vidéo a été truquée ou que les preuves ont été plantées. Ce seront ses propres mots qui le condamneront. Nathan a froncé les sourcils. C'est risqué. Extrêmement risqué. S'il soupçonne quoi que ce soit, si vous poussez trop fort, il pourrait réessayer. Et cette fois, il ne ratera pas son coup. Alors aidez-moi à le faire bien. Aidez-moi à m'assurer que je suis protégé pendant que j'obtiens ce dont nous avons besoin. Il n'aimait pas ça. Brooke aimait ça encore moins quand je lui ai expliqué le plan, mais ils ont tous deux compris. Les preuves pouvaient être remises en question. Les enregistrements pouvaient être contestés. Mais des aveux clairs et spontanés? C'était irréfutable. J'ai dit à Tyler que je m'étais souvenu de quelque chose. Juste un fragment, mais ça revenait. Je l'ai dit prudemment, en observant sa réaction. Il s'est figé. C'est merveilleux,
chérie. De quoi te souviens-tu? Juste des images. Tu étais là, au sous-sol. Nous parlions de quelque chose. Probablement du dîner, a-t-il dit rapidement. Comme je te l'ai dit, je suis descendu pour te demander pour le dîner et je t'ai trouvé après ta chute. Peut-être que tout est confus. Au cours des jours suivants, j'ai lâché d'autres indices, de petits morceaux conçus pour le rendre nerveux, pour qu'il se demande ce que je savais vraiment. Son comportement a changé subtilement. Il est devenu plus attentif, plus sollicitant, plus vigilant. Dorothy venait moins souvent. Nathalie a cessé de venir complètement. Tyler passait plus de temps sur son téléphone, tapant des messages qui l'orientaient loin de moi. Ils étaient inquiets, essayant de décider quoi faire de l'épouse qui se souvenait peut-être de trop de choses. Je portais un micro pendant tout ce temps. Un petit appareil Cashley m'avait aidé à acquérir grâce à des contacts sur lesquels je n'ai pas posé de questions. Tout ce que Tyler disait était enregistré. Chaque conversation, chaque lapsus. Mais il était prudent. Il ne disait jamais rien de directement incriminant. Juste des réassurances vides et une fausse inquiétude. Je devais pousser plus fort. Je veux voir le sous-sol, ai-je annoncé un soir. Là où c'est arrivé. Peut-être que ça m'aidera à me souvenir. La fourchette de Tyler s'est arrêtée à mi-chemin de sa bouche. Est-ce une bonne idée? Le docteur a dit de ne pas te stresser. J'ai besoin de voir. J'ai besoin de comprendre ce qui s'est passé. Il ne pouvait pas refuser sans paraître suspect. Nous sommes descendus ensemble, lui ouvrant la marche avec une prudence exagérée, comme si les escaliers étaient des obstacles dangereux au lieu de simples marches que j'avais traversées des centaines de fois auparavant. Le sous-sol avait l'air normal, propre. L'étagère métallique où je m'étais cogné la tête avait été déplacée vers un autre mur. Le marteau avait disparu. Toute preuve de ce qui s'était réellement passé avait été soigneusement effacée. Je me tenais juste ici, ai-je dit, me déplaçant approximativement là où la caméra m'avait montré. Et tu es descendu l'escalier. Je t'ai trouvé en bas, a-t-il corrigé. Déjà tombé? Non. Je me suis tourné pour lui faire face. Tu es descendu pendant que je chargeais la machine à laver. Tu m'as dit quelque chose. Quelque chose qui m'a fait peur. Son expression a changé juste un peu, mais je l'ai vu. Le masque qui glissait. Tu es confuse. Le traumatisme crânien. Je ne suis pas confuse, Tyler. Je me souviens. Nous nous sommes fixés. L'air semblait épais d'une vérité non dite. Ses mains se sont serrées en poing sur ses côtés, puis se sont délibérément détendues. De quoi penses-tu te souvenir exactement? A-t-il demandé prudemment. De tout. Je me souviens que tu m'as attrapé, secoué, poussé contre cette étagère. J'ai pointé l'endroit où elle se trouvait auparavant. Je me souviens d'être resté allongé sur le sol pendant que tu appelais quelqu'un, pendant que tu déplaçais des objets pour faire croire à un accident. Silence, long et lourd. Le visage de Tyler est passé par plusieurs expressions avant de s'arrêter sur quelque chose qui ressemblait presque à du soulagement. D'accord, a-t-il dit doucement. Tu veux savoir la vérité? Très bien. Oui, je t'ai poussé. Je ne voulais pas que tu te cognes la tête aussi fort, mais oui, c'est arrivé. Mon cœur martelait. Il avouait. Il avouait vraiment. Le micro enregistrait chaque mot. Pourquoi? L'entreprise. Tu sais à quel point les choses allaient mal. J'avais besoin. Il s'est arrêté. A secoué la tête. Ça n'a plus d'importance maintenant. Tu as souscrit une assurance vie sur moi. Falsifié ma signature. Tu as planifié ça. Ses yeux se sont plissés. Comment sais-tu ça? J'ai tout trouvé. Les dossiers financiers, les emails avec Nathalie. Tout. Tyler a ri, mais il n'y avait aucun humour là-dedans. Bien sûr que tu as trouvé. Tu as toujours été trop intelligente pour ton propre bien. J'avais dit à Nat qu'on aurait dû être plus prudent. Alors ta sœur t'a aidé à planifier mon meurtre. Ce n'était pas censé être un meurtre. Juste un accident. Rapide, indolore. Tu n'aurais pas souffert. La désinvolture dans sa voix m'a retourné l'estomac, comme s'il discutait d'une transaction commerciale au lieu de tuer sa femme. Et maintenant? Ai-je demandé. Qu'est-ce qui se passe maintenant que je sais tout? Il s'est rapproché.
J'ai tenu bon même si chaque instinct me criait de fuir. Nous étions seuls au sous-sol. Le même sous-sol où il avait essayé de me tuer. L'histoire se répétait. Maintenant, a-t-il dit lentement, nous avons un problème. Parce que tu es là, à me dire que tu te souviens de tout, ce qui signifie que tu l'as probablement dit à quelqu'un. Probablement à ta sœur, peut-être à la police. Ce qui veut dire que je suis déjà fini. Tu pourrais fuir, prendre l'argent qu'il te reste et disparaître. Je pourrais. Où il a tendu la main, a saisi mon poignet. Pas doucement. Sa prise était de fer, meurtrière. Où je pourrais finir ce que j'ai commencé. Prétendre que tu as eu un autre accident. Que tu es retombé dans ces escaliers parce que tu étais en convalescence et instable. Qui le remettrait en question? Tout le monde le remettrait en question. Je t'ai dit que j'avais trouvé des preuves. S'il m'arrive quelque chose maintenant, tu es le suspect évident. Les preuves peuvent disparaître. Les maisons peuvent brûler. Les disques durs peuvent être détruits. Son autre main est montée vers ma gorge. Sans serrer encore. Juste posée là. Une menace. Tu aurais dû fuir quand tu en avais l'occasion. Tu aurais dû prendre tes soupçons et aller quelque part où je ne pouvais pas te trouver. Mais tu es resté. Tu as joué au détective. Et maintenant, tu t'es mise toi-même au pied du mur avec moi. C'était le moment. Le moment où tout pouvait mal tourner. Où mon plan pouvait s'effondrer et me laisser vraiment impuissante face à un homme qui avait déjà essayé de me tuer une fois. Tu as raison, ai-je dit, forçant ma voix à rester stable. J'aurais dû fuir. J'aurais dû aller voir la police immédiatement. Mais je ne pouvais pas parce que, malgré tout ce que tu as fait, une partie de moi avait besoin de t'entendre le dire. Avait besoin de comprendre comment l'homme que j'ai épousé pouvait me faire ça. Je ne suis pas l'homme que tu as épousé. C'était un personnage, un rôle que je jouais. Les gens voient ce qu'ils veulent voir. Tu as vu un mari aimant. J'ai vu une police d'assurance. La cruauté de ces mots a coupé plus profondément que n'importe quelle blessure physique. Le micro a tout capturé. Chaque horrible aveu. Chaque déclaration sans cœur. Lâche-moi, Tyler. Pourquoi je ferais ça? Parce que tu es déjà filmé en ce moment même. Toute cette conversation. De multiples caméras que tu ne connais pas et que tu ne peux pas effacer. Sa prise s'est légèrement desserrée. Le doute a traversé son visage. Tu bluffes. Vraiment? Après tout ce que je t'ai dit avoir trouvé, tu penses que je ne prendrai pas de précautions? Tu penses que je descendrai ici seul avec toi sans assurance? Je bluffais à propos des caméras. Il n'y avait que le micro, mais il ne le savait pas. Il ne pouvait pas prendre le risque que je dise la vérité. Il m'a lâché, reculant d'un pas. Son expression est devenue calculatrice. Même avec des enregistrements, tu as besoin de moi vivant pour faire face au procès. Les morts ne paient pas pour leurs crimes. C'est vrai. C'est pourquoi je sors de ce sous-sol maintenant. Et tu vas me laisser faire. Parce que si tu ne le fais pas, ma sœur appelle la police avec tout ce que j'ai rassemblé, chaque document, chaque enregistrement. Et tu passeras le reste de ta vie en prison pour meurtre au lieu de simple tentative de meurtre. Tu ne peux pas prouver. J'ai les images de sécurité originales. Celles que tu pensais avoir effacées. Quelqu'un les a sauvegardées avant que tu ne puisses tout effacer. Je t'ai regardé m'attaquer en vidéo chaque nuit pendant que tu dormais à côté de moi. La couleur a quitté son visage. Il ne savait pas, n'avait pas soupçonné que la vidéo existait encore quelque part. C'était son erreur de calcul, son erreur fatale. Qui a-t-il exigé? Qui l'a sauvegardée? Est-ce que ça a de l'importance? Elle existe. Avec tes documents d'assurance falsifiés, tes dossiers financiers montrant le mobile, et maintenant cette conversation où tu as tout avoué. Tu es fini, Tyler. Je suis passé devant lui vers l'escalier, m'attendant à moitié à ce qu'il m'attrape à nouveau. Il n'a pas bougé. Il est juste resté là, au milieu de notre sous-sol, l'air de voir son monde s'écrouler, parce que c'était le cas. À l'étage, Brooke attendait avec 2 officiers de police. Nous avions parfaitement synchronisé le tout. Nathan les avait convaincus d'attendre dehors avec l'assurance que le micro capterait tout en sécurité, bien qu'ils aient été réticents. L'agent Martinez avait insisté pour rester près de la porte du sous-sol, prêt à intervenir au premier signe de menace physique.
Ils sont entrés à ce moment-là, et Tyler n'a même pas essayé de fuir. Il les a juste laissés lui passer les menottes avec une expression vide pendant que l'agent Martinez lui lisait ses droits. Nathan Cross avait préparé le procureur pour déposer les charges immédiatement avec la vidéo, l'enregistrement du micro, les documents falsifiés et les propres aveux de Tyler. La caution a été refusée. Risque de fuite, danger pour la victime. Il resterait enfermé jusqu'au procès. Nathalie a été arrêtée 2 jours plus tard comme complice. Les emails entre eux étaient suffisamment accablants, combinés aux témoignages sur son comportement à l'hôpital. Dorothy n'a pas été inculpée. Le procureur a déterminé qu'elle avait fait preuve d'ignorance volontaire plutôt que d'une complicité active. Le procès a duré 8 mois. Les avocats de Tyler ont tout essayé. Ils ont prétendu que la vidéo était truquée. Ils ont soutenu que l'enregistrement du micro avait été obtenu illégalement. Ils ont attaqué ma crédibilité et mon état mental. Rien n'a fonctionné. Les preuves étaient écrasantes. Le jury a délibéré pendant moins de 3 heures. Coupable de tous les chefs d'accusation. Tentative de meurtre, fraude, complot, faux et usage de faux. 25 ans minimum. Nathalie en a pris 7 pour son rôle dans la planification. J'ai témoigné pendant la phase de détermination de la peine. J'ai regardé Tyler dans les yeux une dernière fois alors que je décrivais ce que cela faisait de voir son mari essayer de vous tuer. Ce que cela signifiait de partager un lit avec son meurtrier potentiel tout en rassemblant des preuves. La trahison, la peur, la rage. Le juge a tout écouté et a ajouté 5 années supplémentaires à la peine de Tyler. 30 ans au total. Il serait âgé quand il sortirait. S'il sortait. Ashley, l'infirmière qui m'avait sauvé la vie en sauvegardant cette vidéo, est venue au verdict. Elle m'a serré dans ses bras après, et nous avons toutes les deux pleuré. Elle avait risqué son emploi et peut-être sa sécurité pour aider une étrangère. Elle n'avait rien demandé en retour, sauf la justice. Dorothy a essayé de s'excuser des mois plus tard. Elle a prétendu qu'elle ne savait pas que Tyler l'avait dupée elle aussi. Je ne l'ai pas accepté. Elle avait choisi l'aveuglement volontaire plutôt que de me protéger. Elle avait chuchoté des avertissements à son fils au lieu de poser des questions inconfortables. Certaines complicités sont passives, mais cela reste de la complicité. Brooke et moi nous sommes rapprochés à travers tout cela. Une sororité forgée dans la crise. Elle avait tout laissé tomber pour m'aider sans hésitation, et je ne l'oublierai pas. La police d'assurance vie de 2 millions de dollars a été invalidée en raison de la fraude. Les actifs de l'entreprise de Tyler ont été saisis pour rembourser les investisseurs. Il a tout perdu. Sa liberté, son argent, son avenir, tout ce qu'il avait essayé de me tuer pour protéger. J'ai gardé la maison. Notre maison. Certaines personnes trouvaient cela étrange, pensaient que je devrais déménager quelque part sans souvenir terrible. Mais je l'avais reconquise. Chaque pièce, y compris le sous-sol. J'ai refusé de le laisser prendre ma maison en plus de tout ce qu'il avait volé. Le jour du premier anniversaire de mon réveil dans ce lit d'hôpital, je suis descendu seul au sous-sol. Je me suis tenu à l'endroit exact où Tyler m'avait poussé, où je m'étais cogné la tête et avait failli mourir. L'étagère métallique était de retour à sa position d'origine maintenant. La machine à laver ronronnait toujours dans le coin pendant les cycles de lavage. Mais c'était à moi. La peur avait disparu. Les cauchemars s'étaient estompés. J'avais repris non seulement ma maison, mais aussi ma vie, ma sécurité et mon avenir. J'ai pensé à la femme qui avait descendu ses escaliers avec un panier à linge, ignorant que son mari était sur le point d'essayer de l'assassiner. Elle avait été confiante, naïve, aveugle au danger, dormant à ses côtés chaque nuit. Cette femme est morte dans ce sous-sol. J'avais survécu, mais j'étais différente maintenant. Plus dure, plus prudente, moins disposée à accepter les explications de surface ou à faire confiance sans vérification. Était-ce mieux? Je n'en étais pas sûr, mais c'était nécessaire. Tyler m'avait voulu morte pour de l'argent. Au lieu de cela, il avait créé quelque chose de bien pire pour lui-même, une victime qui a survécu, une épouse qui a refusé d'être réduite au silence. Une femme qui a rassemblé les preuves et monté le dossier qui l'emprisonnerait pour des décennies. Parfois, tard le soir, je me demande s'il pense à ça. À ce moment dans ce sous-sol où il a réalisé que je savais tout. Quand ses plans minutieux se sont effilochés à cause d'une infirmière qui a vu quelque chose qu'elle n'aurait pas dû voir, et qui a fait le choix courageux de le sauvegarder. Le courage d'une personne avait tout changé.
Ashley avait vu trop de femmes mourir dans des accidents. Elle avait enfreint le protocole, risqué des conséquences, et sauvegardé des preuves qui m'ont sauvé la vie et mis un homme dangereux en prison. J'ai commencé à faire du bénévolat auprès d'une organisation contre la violence domestique après la fin du procès. J'aide d'autres femmes à reconnaître les signes avant-coureurs, je les encourage à faire confiance à leur instinct, je leur apprends à documenter et à rassembler des preuves en toute sécurité. Mon histoire est devenue leur espoir. La preuve que les agresseurs pouvaient être arrêtés, que la justice était possible. Certaines femmes m'ont remercié d'avoir parlé publiquement de ce qui s'était passé. D'autres ont partagé leurs propres histoires de partenaires qui avaient essayé de leur faire du mal. Chaque conversation renforçait la même vérité. J'avais eu de la chance. Chance qu'Ashley voie la vidéo. Chance d'avoir survécu. Chance d'avoir eu les ressources et le soutien pour riposter. Trop de femmes n'avaient pas cette chance. Leurs accidents n'étaient jamais remis en question. Leur mort n'était jamais étudiée au-delà du niveau superficiel. Leur partenaire s'en allait libre d'essayer à nouveau avec quelqu'un de nouveau. Cette pensée m'empêchait de dormir certaines nuits. Les Tyler Patterson de ce monde qui réussissaient là où le mien avait échoué. Des femmes dans des lits d'hôpital ou des tombes pendant que tout le monde acceptait l'explication du mari inquiet, du veuf éploré. Mais j'étais vivante. J'avais gagné. Et maintenant, j'utilise cette victoire pour aider d'autres à gagner aussi. La maison est calme ce soir. Juste moi dans le silence et les souvenirs qui n'ont plus de pouvoir sur moi. Demain, je rencontre une femme dont le mari agit étrangement, qui a des bleus qu'elle ne peut expliquer et des trous de mémoire, qui a peur mais ne sait pas pourquoi. Je lui dirai de faire confiance à cette peur. De tout documenter. De trouver son Ashley, peu importe qui cette personne pourrait être. De survivre d'abord et de chercher la justice ensuite. Et je lui montrerai qu'il est possible de se réveiller dans un lit d'hôpital sans mémoire et avec un mari menteur, et de s'en sortir victorieuse de l'autre côté. De reprendre sa vie, sa sécurité et son avenir. Et gagner, malgré tout.